Grosse question pour démarrer cette année. Notre démocratie doit-elle être réformée ? Je parle de la démocratie ici en France. Et si oui, jusqu'où ? Autre question, faut-il passer du RIP au RIC ou au RIS ? Je ne sais pas. En tout cas, chers auditeurs, chères auditrices, ceux qui nous regardent, si vous êtes un petit peu perdus en m'entendant développer ces quelques termes barbares, restez avec nous pour cette première émission de l'année. Et du coup, voyons ensemble avec l'équipe habituelle et certainement rajeunie, si nous avons effectivement des raisons d'espérer par rapport à l'évolution de la politique française. Alors, justement, l'équipe habituelle, votre état d'esprit par rapport à cette perspective, tous les trois ? Hello, hello. Bonjour Philippe. Ouais, bonjour Bernard, bonjour Marc, bonjour David. Bonjour Philippe. Moi je Bernard, dirais, allez, alors juste comme d'habitude, un petit truc, pas une punchline, mais juste un petit truc. Tu as parlé du RIP, on pourrait parler du RID, mais ça c'est autre chose. Ah oui, avec le prélèvement à la source. Ouais, voilà. Non, mais ça on en a déjà parlé. Ça fait quelque temps déjà depuis les élections présidentielles précédentes qu'on entend parler d'une réforme constitutionnelle. Et là, on est un petit peu dans une résurgence, j'ai envie de dire, de cette problématique. C'est ce dont on va parler pour éclairer notre audience, effectivement, sur les faits et le contexte. Et du coup, ton état d'esprit, alors, par rapport à cette perspective Warum nicht ? Pourquoi pas ? Je me suis mis aux langues étrangères, c'est une des résolutions. Merci pour le sous-titrage. Non, pourquoi pas, Bernard. Il se trouve que j'ai connaissance de pratiques de sollicitation de la population, je pense à la Suisse. Et je trouve que ça peut être quelque chose qui pourrait avoir une mise en place bénéfique, en tout cas. Ok, en tout cas, tu as le sourire. Très bien. Oui, tout à fait. Il faut. Qui a dit pour une fois ? Personne. Mais non, toi, non, Bernard... Toi, oui, toi, que toi qui peux penser cela. Philippe. Non, Bernard est toujours très très souriant à l'antenne et je témoigne hors antenne. Marc, tu veux enchaîner ? État d'esprit, du coup alors, moi je trouve que c'est vraiment intéressant comme démarrage d'année avec cette émission de poser la question, de la démocratie, mais derrière, qu'est-ce que ça veut dire la démocratie ? C'est comment le citoyen peut être associé, je dirais même peut être moteur dans les décisions qui vont le concerner demain. C'est le cœur de la démocratie. Et c'est vrai que tout ce que l'on a vécu depuis le mois de novembre avec ce que l'on appelle les gilets jaunes interroge cette question de la démocratie, interroge la manière dont on peut être à l'écoute de mouvements citoyens, de réalités citoyennes pour construire une autre politique. Et en même temps, je ne peux pas me défaire du fait qu'on est quand même dans une société où la responsabilité citoyenne est difficile à mettre en œuvre. Ok, merci. David ? Moi, je me dis que c'est effectivement grand temps de repenser au fonctionnement de nos institutions et de la façon dont on change son rythme. Et on a toujours un sentiment d'accélération permanente des urgences et de la complexité aussi. Donc oui, il y a des choses à faire. Mais on a besoin de réformes, mais on n'a surtout pas besoin de mauvaises idées. Ça veut dire qu'il faut de fausses bonnes idées. Voilà, il faut s'en méfier autant que des mauvaises idées, c'est-à-dire de lancer des trucs qui nous échappent parce qu'on l'aura mal travaillé, mal mis en place. Ça augure peut-être d'un débat d'opinion tout à l'heure sur le RIP ou sur le RIC. Non, sur le RIC. Le référendum. Oui, tout à fait. Merci les Gilets jaunes alors du coup, David ? Ah ben oui, de toute façon, ce qui devait se passer, c'est passé. Ouais. Ça nous dépasse, ça nous bouscule. Il y a des choses qui se lancent, qui les dépassent eux-mêmes aussi. Donc voilà, il faut faire avec. Et je pense que de ça peut sortir des bonnes choses si on continue pas d'y mettre de l'effort. Il y a aucune baguette magique qui va nous aider à résoudre les problèmes, quel que soit son acronyme. Juste, j'ai envie de... Quel que soit son acronyme, ok. Quand tu as dit merci les gilets jaunes, j'ai peut-être avec un point d'interrogation. Voilà. Ah bon. Moi, je dirais quand les dinosaures ont vu la météorite tomber sur la Terre, ils ont peut-être pas dit merci les météorites. Mais nous sommes là aujourd'hui. Ça sera peut-être la météorite. Voilà. Voilà. On est en forme. Bon, et en tout cas... Ce qui est intéressant aussi dans ce que nous vivons aujourd'hui, je ne sais pas du tout ce qu'il en sera dans 6 mois, c'est de voir comment effectivement, dans le cadre de notre organisation, entre autres constitutionnelle, on peut permettre, par différents systèmes, de donner la voix au peuple, entre guillemets, par une expression du vote en tant que tel, mais on y reviendra tout à l'heure. Parce que l'organisation d'un vote, c'est des moyens très importants, et c'est aussi une mobilisation très importante. Quand je vois, moi,
comme conseiller municipal, la difficulté de trouver, ne serait-ce que pour faire vivre les élections habituelles, les prochaines élections européennes, de trouver les personnes qui, pendant toute la journée, seront derrière le bureau de vote pour les vivre, c'est de plus en plus difficile. Donc pour moi, ça m'interroge. Mais derrière, c'est aussi de se dire comment construire cela à un moment où s'ouvre effectivement un grand débat citoyen, au moins c'est le désir de notre président de la République, oui. à la suite de toutes les contestations et en même temps les propositions des Gilets jaunes. Comment les deux peuvent s'inscrire? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire justement dans cette expression citoyenne? Et moi, en termes d'état d'esprit, écoutez, ça fait tellement longtemps que j'ai envie de faire de la politique, et pour une fois, alors, en ce début d'année, je me suis dit, tiens, ça me donne envie, moi, tout ce frémissement-là. C'est pas mal, ça, hein. Voilà, donc, ça, c'est une bonne chose, c'est Philippe. bien, ça. Donc votez Philippe. Donc soyez sympa déjà avec moi, on ne sait jamais, ça peut servir. Philippe, les échéances vont arriver, les européennes, je pense que ça va être difficile, mais les municipales sont là. Mais Philippe, je te rappelle que dans le cadre de cette mise en place de référendum d'initiative citoyenne, on peut révoquer l'élu après mi-mandat, quoi. Ouais, je n'ai même pas démarré, tu me parles déjà de révocation. Non, là, c'est juste... c'est pas possible. Tu vas lui couper les ailes et son envie, c'est pas possible. C'est pas possible. Je rappelle donc du coup les objectifs d'une telle émission, c'est d'éclairer effectivement notre audience et nous-mêmes par la même occasion sur l'actualité avec un regard pluriel et de bonne foi, et d'aider chacun à se bâtir une opinion qui va au-delà des pièges habituels du bruit médiatique. Et justement, pour nous éclairer, moi j'ai le sentiment que sur ce sujet, le fait de simplement rappeler ou se rappeler le contexte, les faits, l'agenda aussi dans lequel s'inscrit le mouvement notamment des Gilets jaunes et une de leurs revendications un peu récente, donc ce référendum d'initiative citoyenne, RIC, voilà. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de faits à poser. Parmi ces faits et ce contexte, on en parlait un peu hors antenne, y en a-t-il certains qui, pour préparer cette émission, messieurs, vous ont éclairé? C'est déjà de dire que... Tu as pris ta respiration trop longuement, et voilà, du coup, Marc, mais c'est très bien, vas-y, Marc. La révision, j'ai ouvert la porte. Tout à fait. Constitutionnelle de 2008 prévoit la possibilité de la mise en place d'un référendum à l'initiative populaire, c'est-à-dire de permettre que s'il y a 1/5 des membres du Parlement soutenus par 1/10 des électeurs inscrits, soit à peu près 4,5 millions de personnes, on puisse faire appel à un référendum sur un certain nombre de questions. Le RIP, voilà. Référendum d'initiative partagée. Voilà. Ce qui n'est pas tout à fait populaire, finalement. Oui, partagé, je crois, et c'est pas rest in peace. Non. Ok, en tout cas, ça veut dire qu'il existe déjà quelque chose qui ressemble à la Alors, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui ont essayé de s'en servir, et on n'a jamais réussi à aller jusqu'au bout. Oui. La tentative la plus proche de réussir, c'était lorsqu'il y a eu une demande de référendum contre la privatisation de la Poste, qui a réuni 2 millions de personnes. Et donc il en manquait 2. Mais 2 millions de personnes, c'est pas mal déjà. Pas 2 personnes, 2 millions. 2 millions. Il manquait 2 millions. Ok, très bien. Moi, j'avoue pour la mise en contexte. Moi, j'avoue que c'est Bernard qui a pris sa respiration. Voilà. David qui prend aussi sa respiration. Vas-y, David. C'est sans doute une des choses que j'ai découvertes, c'est que notre dispositif législatif aujourd'hui permettait ce genre de démarche. Très contrainte, certes, dans la mise en... On vient de l'entendre avec l'échec de cette tentative, la dernière, concernant la privatisation... la privatisation de la Poste, pardon. Mais pourquoi ne pas... j'allais dire, il y a des toilettages dont on parle de façon assez récurrente, de nos textes de loi, de nos articles. Pourquoi ne pas capitaliser sur ce qui existe déjà? A priori, le Premier ministre se dit ouvert sur le principe, déjà. Bon, je pense que de toute façon, la question, c'est toujours de ne pas squeezer le rôle du Parlement dans l'élaboration des lois et tout ça. Donc ça veut dire que tout référendum, toute initiative populaire doit à un moment donné quand même passer par l'Assemblée. Ça, c'est quand même quelque chose qui est difficile enfin, je pense... Quand tu dis doit, tu exprimes une opinion personnelle Oui, déjà, mais je pense même, quand on creuse la question, on se rend compte que c'est nécessaire. Parce qu'on est loin de la révolution citoyenne qu'appellerait Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Mais aussi, dans ce que tu dis. Non, je crois pas. Tu ne crois pas qu'il aurait envie de squeezer un peu le Parlement? Ah, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Mais on peut revenir. Oui. Il peut revenir. En tout cas... Je me souviens plus si David vote la France Insoumise. Non, donc, mais ça, pas de politique. On va laisser terminer quand même son argumentaire.
Oui, donc le référendum d'initiative partagée qui est maintenant dans la loi actuelle part de l'idée qu'il faut que le Parlement soit clairement associé à cette réflexion, même si c'est issu d'une interpellation très forte de la population pour mettre sur le travail, sur le métier, la préparation d'une loi. Parce qu'une loi, c'est rarement oui ou non. C'est rarement on fait ça ou on fait pas ça. C'est quand même quelque chose de très complexe avec des délais d'application. Des il y a amendements. des trucs, il faut quand même peut-être faire intervenir des gens qui connaissent le sujet pour ne pas éviter justement des mauvaises idées. Il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc, je pense que ce qui est important dans ce qui se passe là, c'est la capacité d'interpellation pacifique du peuple sur quelque chose qui agite l'opinion et qui est ignoré par le gouvernement et par les parlementaires. Ça, je pense que c'est important que les choses puissent remonter et provoquer au minimum un débat parlementaire quand il y a quelque chose qui agite l'opinion. Ça, je pense que c'est vraiment important. Et je pense que c'est ce que les Gilets jaunes vivent, c'est-à-dire que là, il y a eu quelque chose de très spontané en réaction à une réforme qui a paru très injuste. Il y a une volonté de ne pas avoir de représentants, de corps intermédiaires, mais en même temps de continuer à pousser pacifiquement, parce que ces gens-là n'ont pas envie de passer leur vie sur des ronds-points pour être sur des ronds-points et embêter le monde. Ce qu'ils ont envie, c'est que le gouvernement tienne compte de ce qui s'est passé. Voilà. Et donc, je pense que pour eux, le référendum d'initiative, c'est une sorte de téléphone rouge de la population au gouvernement, au pouvoir, pour dire à tout moment, on doit pouvoir vous interpeller sur quelque chose pour que vous fassiez votre travail. J'ai l'impression que c'est ça qui est demandé. Ok, très bien. Ce que dit David me paraît Marc. très important par rapport à la question même que tu posais sur l'avenir de la démocratie et le socle de la démocratie. Le socle de notre démocratie, c'est que le peuple élit ses représentants. Un président de la République pour nous en France et des parlementaires. Oui, parce qu'une démocratie représentative, rappelons-nous ici en France. Et principalement. c'est ces représentants du peuple qui sont amenés à voter des lois et à gouverner notre pays. Ça, c'est le socle de notre démocratie. Ce que dit David me paraît très important, c'est que si on remet en question cela, c'est vraiment de repenser complètement la démocratie. Mais ce que dit David, c'est de dire il faut qu'on ait la possibilité que la voix du peuple puisse se faire entendre auprès des parlementaires, auprès du gouvernement, parce que le constat que l'on fait aujourd'hui, c'est que une fois élu, quelle écoute réelle on a de l'opinion publique. Et donc, quel mécanisme on peut trouver pour qu'il y ait une adéquation entre cette représentation du peuple qui amène à gouverner et à voter des lois, et pendant tout le processus de mise en place de ce gouvernement, que le peuple puisse continuer à dire « attendez, là ça va pas, là cette loi-là on n'est pas d'accord, on peut peut-être continuer à réfléchir, à se questionner et à la faire évoluer, etc. » Donc je crois que là il y a un socle de démocratie qui est vraiment intéressant, mais qui est très compliqué à piloter. Bernard ? Moi, j'avais juste envie de revenir sur une des phrases de David tout à l'heure, lorsqu'il disait quand on sollicitera une loi ou quelque chose comme ça, un changement, il faudra peut-être faire intervenir un spécialiste. En sollicitant peut-être des gens qui s'y connaissent. Des gens qui s'y connaissent. Ouais. Je voulais juste faire un petit clin d'œil en disant que quand il y a le sélectionneur de l'équipe de France qui choisit les 20 et quelques joueurs et puis sa tactique en 4-4-2 ou 4-3-3 ou peu importe, il y a 60 millions de sélectionneurs. Parce que c'est jamais comme ça qu'il fallait faire. Voilà, c'est assez évident. Pour moi, ce que j'ai retenu au niveau d'une mise en perspective des faits et des contextes, c'est justement ce projet de révision constitutionnelle qui, de toute façon, était prévu sur l'agenda 2019, qui, du coup, est reporté. Décalé plutôt, ouais, effectivement, pour tenir compte des éventuels fruits de ce grand débat national qu'a annoncé Emmanuel Macron. Et du coup, en regardant un petit peu ce qui était potentiellement, ou ce qui est toujours peut-être potentiellement prévu dans ce projet de révision, il y a le remplacement du CESE par une chambre de société civile, il y a potentiellement... Il faudra peut-être dire ce qu'est le CESE. Le Conseil économique, social et environnemental, c'est ça. Tout juste, 4 sur 4. Ouais. 20 sur 20, va. Comme à l'école. La baisse potentielle du nombre de parlementaires, mais ça, il me semble que j'ai déjà entendu, à mon avis, c'est le serpent de mer. L'introduction du dose de proportionnel. On devrait y arriver quand même. Oui. Très bien, super. La limitation des mandats dans le temps, et pourquoi pas la reconnaissance des bulletins blancs.
Donc je trouvais intéressant On que devrait ça aussi soit y déjà sur arriver. l'ouvrage. Et on devrait Je déjà pense aussi que arriver. là-dessus. Eh ben, il y a beaucoup de raisons d'espérer, apparemment. Enfin, en tout cas, tous ceux pour lesquels c'est Mais une mesure sur ces favorable. projets-là, il y avait, parce que ça a été quand même un des aspects du débat important de la campagne électorale présidentielle dernière, donc il y a maintenant pas si longtemps que ça, c'était peut-on créer, penser une assemblée citoyenne ? C'est-à-dire une assemblée de représentants, mais différemment parlé, de représentants des différentes catégories de la société française. Jean-Luc Mélenchon portait beaucoup ce projet-là, entre autres, mais il y en a d'autres qui y adhèrent. C'est une vraie question. Et cette question-là, elle me revient sur un certain nombre d'initiatives locales, j'allais dire communales, qui se font. On a en Alsace un des pilotes, un des promoteurs de cette démocratie locale, qui est Jo Spiegel, le maire de Kingersheim. Et c'est de se dire comment, pour toute décision à l'échelle communale, mais pourquoi on ne peut pas le penser au-delà, pour toute décision, eh bien, la population doit être associée. Le constat qui est fait, il faut quand même le reconnaître, Jo se bat depuis des années pour cela, ça marche, mais ça marche difficilement, et on ne peut pas dire non plus que la population accourt pour participer à toutes ces consultations. En tout cas, pour moi, pardon David, c'est clair qu'il y a une vraie crise de la représentation quelque part. Donc même si j'ai bien entendu les souhaits ici autour de la table de ne pas remettre en question les socles de notre démocratie, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a une vraie crise de la représentation et que l'ensemble des initiatives dont on est en train de débattre ont pour but de rendre notre démocratie un peu plus directe. Donc un peu moins... voilà, en tout cas, en diminuant le sentiment de décalage, voire de rupture chez certains, entre eux et nous, entre les élites et, entre guillemets, les élus, peuple. tu veux dire. Ouais, très bien. Ouais, oui, les élus, les élites. Est-ce tout à fait, qu'au stade où on en est, il ne serait pas inintéressant Marc, Bernard ensuite, David. mentionnait tout à l'heure qu'il connaissait bien l'expérience suisse. Ce serait peut-être intéressant que tu puisses nous dire quelques éléments de cette expérience Tu as 4 suisse. heures. Puisque J'ai 4 heures. J'ai l'impression d'être au baccalauréat. On sait que derrière, c'est quelque chose qui est très tentant. Et en même temps, voilà, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme analyse ? Alors, j'ai toute une partie de ma famille qui est suisse, qui a la nationalité suisse. Et bien que résidant en France, ils peuvent participer à ce que les Suisses appellent des votations. Donc, ils reçoivent des enveloppes de vote. Alors, ça se passe sur la base d'une sollicitation, mais on peut être amené à voter sur la longueur, une des dernières votations, la longueur des cornes des vaches. C'est ça, c'est une des dernières votations. C'est une des dernières votations. Je veux dire, c'est un peu folklorique parfois, parce qu'il n'y a pas de seuil pour que il y en a un, mais il est suffisamment faible pour qu'il y ait beaucoup de choses qui arrivent. Donc il va y avoir plusieurs sujets par votation. Plusieurs sujets par votation. Okay. Le sentiment que j'ai, parce que ça ne me concerne pas directement, c'est que c'est le modèle de sollicitation est bon, mais il mériterait d'être en tout cas un petit peu optimisé pour pas avoir le sentiment d'être sollicité tous les 4 matins. Je proposerai après une petite pause, dans quelques instants, mais je vais laisser la parole à David, effectivement, de revenir après sur les questions que pose cette refonte de la démocratie, c'est-à-dire sur les avantages, et aussi sur les limites. J'ai déjà entendu certaines limites, notamment le fait, derrière, il faut que ça suive, les gars. C'est bien de vouloir quelque chose, mais derrière, en fait, du coup, on est responsable. Bon, bref. Avant qu'on voit un peu les opinions, les émotions aussi que ça peut créer, cette actualité, David ? Oui, il y a toute la question des pétitions, c'est-à-dire de rassembler comme ça une interpellation commune de centaines de milliers de personnes pour demander de s'intéresser à ce sujet-là. Après, c'est ce qui est différent du référendum, puisque le référendum, c'est vraiment demander une question qui est oui ou non, donc qui est très tranchante et donc très clivante. Et dont on sait aussi que ça a des effets aussi dévastateurs sur la cohésion nationale et tout ça. Donc, il y a un gagnant et un perdant. Après, il y a un autre domaine, mais on n'a pas forcément besoin de le développer, mais pour moi, il est aussi important que le droit, que les référendums initiatiques, c'est la représentativité et donc, par exemple, le tirage au sort. C'est-à-dire, justement, plutôt qu'une dose de proportionnelle, ou avec une dose de proportionnelle, il pourrait aussi y avoir cette idée par une assemblée citoyenne qui soit à l'intérieur du Parlement ou à côté ou dans cette chambre de temps long qui s'intéresserait un petit peu aux réflexions sur le long terme
tant sur le plan écologique que d'autres questions, où là, en fait, on pourrait faire un tirage au sort, mais ce qui nécessite, et moi j'ai une petite expérience sur cette question-là, ce qui nécessite une formation des gens. C'est-à-dire que on ne s'improvise pas parlementaire. Les jeunes parlementaires qui sont arrivés avec la République en marche, voilà, ce sont des gens qui avaient un métier comme nous, comme chacun de nous, et puis qui se sont mis au service de la nation pendant 5 ans. C'est pas un petit travail pour eux, c'est pas un petit sacrifice. Ils doivent être accompagnés, ils doivent rentrer dans des commissions des lois, suivre des choses, voter, voter très tard parfois le soir, hein, et dans les petits groupes, c'est très très fatigant parce que ça veut dire que jusqu'à 3h du matin, on doit voter des amendements et tout ça. Voilà, donc c'est très compliqué et ça demande une formation, une consécration. Mais je pense que ça serait génial que chacun de nous puisse vivre ça un peu au hasard. Un peu une idée d'un service... Exactement. Exactement. Voilà. Un service et civique législatif, ouais. Et universel. C'est trop cool, ça. Donc ça, c'est un sujet que j'ai creusé avec le mouvement qui s'appelle Ma Voix, qui s'est constitué au moment des élections parlementaires. Et voilà, on pourrait y revenir, mais c'est un petit peu hors sujet, mais voilà, c'est quand même très intéressant. Ce que je voudrais juste dire, encore une chose qui me paraît très important, c'est qu'on a un exemple flagrant de à quoi peut aboutir des référendums dans nos sociétés modernes à l'époque d'Internet et de Facebook et tout ça. C'est le Brexit. Il y a un documentaire qui est sorti sur une chaîne parlementaire, une chaîne anglaise qui s'appelle Brexit the Uncivil War, qui montre comment la population a été littéralement manipulée par le mensonge, qui est une arme de persuasion massive qui est incroyable, pour convaincre les gens qu'il fallait que ça coûtait tant, qu'ils allaient économiser tant et tout ça. Une campagne comme ça qui n'a pas du tout été maîtrisée par le gouvernement, par le Parlement. C'est pour ça que les moyens de contrôle, d'information avant, de débat avant un référendum sont aussi importants que la question qui est posée. Et si c'est mal fait, ça veut dire que ce sont des ligues qui s'organisent dans la société pour pousser des référendums, pour manipuler une opinion et pour obtenir quelque chose que la population pourra regretter quelques mois après quand elle sera à froid. Ok. Juste un parallèle avec cette question une transition avec, de représentation ce citoyenne. Les jurés d'assises sont constitués par tirage au sort. Ah oui. Il y a 3 spécialistes qui assistent, 3 juges, le procureur avec 2 autres juges, et puis 6 ou 8, 12. Je sais plus, 12, 6 et puis des suppléants pour constituer ce... Voilà, c'est du tirage au sort. Mais c'est compliqué à vivre. Pour terminer sur cette mise en perspective des faits et des contextes, du coup, rappelons à notre audience que ce grand débat national, dont on peut penser ce qu'on veut, et c'est justement l'objet de notre deuxième partie, c'est de voir justement quels peuvent être les avantages, les risques à l'heure de cette refonte de démocratie. C'était les 4 sujets du grand débat national, sauf erreur de ma part. Donc la fiscalité, la transition écologique, l'organisation de l'État et des services publics, et démocratie et citoyenneté. Donc je suppose que c'est sur ce 4e volet qu'une éventuelle décision pour la mise en place d'un RIC devrait avoir lieu. On se retrouve juste après une petite pause. Éclairage, éclairage, éclairage. Sur une tendance de société, sur une actualité, un débat pluriel et surtout, de bonne foi. Éclairage. Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez dans cette première émission de l'année, une émission toute en perspective, puisqu'on se pose la question, notre démocratie doit-elle être réformée? Et si oui, jusqu'où? Pour l'instant, au cours des 23 minutes et 44 secondes passées ensemble déjà, nous avons essayé de mettre en perspective les faits, le contexte, et maintenant, bien qu'on ait déjà mis un pied dedans, les avantages d'éventuelles prises de décision, comme le référendum d'initiative citoyenne par exemple, bref, de tout ce qui peut conduire à une démocratie un peu plus directe, tout en restant représentative et parlementaire, les avantages, les risques et les opinions qui peuvent du coup s'entrechoquer ou se frictionner à l'occasion de ces débats. Donc, on pourrait commencer par les risques, mais y aurait-il quelques avantages du coup à cette refonte de démocratie un peu plus directe? Quels avantages vous y verriez, Bernard? J'y verrais sans doute une manière pour les uns et les autres de se sentir beaucoup plus impliqués dans ce qui se passe. Ça me semble évident. Ouais. J'ai autour de moi des gens qui
n'hésite pas à critiquer le gouvernement, le président, comme moi je peux le faire de temps à autre aussi, il ne faut pas se voiler la face, mais qui disent, de toute façon, c'est pas mon président, j'ai pas voté pour lui. Peu importe. On est dans un système où la représentation nationale, c'est un principe d'élection. Donc, que tu aies voté pour lui ou pas, c'est quand même ton président. Ce qui me donne un peu d'urticaire, c'est ceux qui disent, de toute façon, je suis même pas allé voter. Alors, si t'es pas allé voter, accepte le résultat qui a été ainsi décidé. Donc, peut-être que... Donc, avantage d'une responsabilisation, du coup. Les gars, c'est bien beau de critiquer, et je m'inclus dans le lot. Mais vas-y. Mais vas-y, quoi. Voilà. Okay. Ça me fait penser à une amie qui dit qu'elle n'accepte de recevoir des tomates que des gens qui sont dans l'arène avec elle. Elle se reconnaîtra si jamais elle écoute cette émission. Je trouve intéressant comme image. Pour prolonger ce que des tomates, tu veux dire, pas pour faire une salade. Non. Pour prolonger ce que dit Bernard, et j'ai pas de solution miracle, hein, mais effectivement, dans notre fonctionnement aujourd'hui, c'est le Parlement qui fait les lois. Le Parlement qui est composé, on l'a dit tout à l'heure, de représentants élus par le peuple. La question qui se pose pour moi, aujourd'hui, c'est comment le citoyen, dans l'élaboration d'une loi, peut avoir son mot à dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit un décalage entre des lois qui vont concerner notre vie quotidienne, qui sont élus, qui sont votés par des représentants, mais qui constituent une minorité, une toute petite minorité des représentants, et comment la voix du peuple peut, à travers ces représentants-là, dire « Non, ce que vous avancez là, ça ne correspond pas du tout à ce que l'on désire. » Voilà, c'est cette adéquation entre la nécessité de transformer un pays avec un socle législatif, on ne peut fonctionner que comme ça ensemble, mais comment le citoyen peut s'inscrire dans ce processus-là de manière plus associée que peut-être ça ne l'est aujourd'hui. Ok, donc c'est toujours au titre d'avantage. Voilà, ce qui est mis en avant, c'est que derrière, et c'est pour ça que je parlais des exemples de démocratie locale, c'est exigeant. C'est-à-dire que David parlait tout à l'heure de la nécessité de se former. On ne s'invente pas spécialiste de telle et telle question. Je ne sais pas d'ailleurs s'il faut être spécialiste, mais à un moment donné, on ne peut pas dire « Ah ben non, il faut que », mais le « il faut que », ça doit se traduire parfois avec beaucoup de complexité. Comment, en tant que citoyen, on chemine avec d'autres pour essayer d'asseoir un socle qui tiennent la route pour transformer la société. Donc je vois un autre avantage, du coup, c'est effectivement, à un moment donné, quand on a les mains dedans, ou qu'on est dans l'arène, peu importe, il y a une prise de conscience que c'est pas si simple que ça, qu'il y a une complexité des problèmes à résoudre et que ça se tranche pas à coups de pastis au coin du comptoir. Ou de picon citron, par exemple. Ouais. Bon, ça peut commencer par là. Mais ça peut commencer par là, tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, je suis un fervent partisan de ces bouts de comptoir, d'ailleurs. Bref. Ah, je croyais mais boissons en fait, dont il ne faut pas abuser. Non, absolument, tout à fait. Sur l'antenne, David. Je me suis dit, d'ailleurs, il y en a qui appellent le RIC, le Ricard, en rajoutant que c'est une réforme d'une discipline citoyenne, abrogatoire, ce truc. Excellent. Voilà. Donc l'humour fait les jamais gilets mal, jaunes, les gilets jaunes, ça vient de là. Un petit jaune. Un petit jaune. On va essayer de ne pas faire trop de publicité. Non, tout à fait. Donc il faudrait en citer plusieurs, donc on peut y aller. Alors, pauvre David. Oui. Ce qui me semble important là-dedans, c'est peut-être que le contexte de tout ça, c'est le lobbying, en fait. C'est-à-dire, de quelle façon est-ce qu'un gouvernement élu et un parlement élu est interpellé sur des questions et construit son agenda législatif en fonction des besoins de la population. On sait et on reproche aux parlementaires et au gouvernement d'être trop influencés par des lobbies industriels. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui ont des moyens pour organiser une campagne, pour organiser un siège de l'Élysée. Au sens propre, au sens figuré. Du Palais Bourbon pour dire, voilà, on va maintenant interpeller en permanence, on va envoyer des documents, et il y a des gens qui savent très bien faire ça, que ce soit à Paris ou que ce soit à Bruxelles ou à Strasbourg, c'est-à-dire d'envoyer des dossiers permanents, de donner une information qui est orientée pour essayer d'influencer. Voilà. Et nous, citoyens, notre seule force, c'est le nombre.
parce que nos moyens personnels sont à chaque fois un peu limités. Donc, bien que si on compte le nombre d'heures qui ont été consacrées par les Gilets jaunes sur les ronds-points et tout ça, c'est très impressionnant. C'est quand même énormément de sacrifices qui ont été faits pour faire cette interpellation. Mais elle est un petit peu désordonnée. Donc, le fait d'avoir un moyen un peu institutionnel de rassembler une demande, un lobbying, et de le rendre visible d'une façon institutionnelle, c'est-à-dire une pétition ou quelque chose qui arrive sur un site qui est contrôlé, qui permet de voir combien de personnes ont fait ça, d'avoir un lieu de débat, de proposition d'idées, tout ça, c'est quelque chose de très important et de très sain. On sait très bien qu'il y a des réflexions pour que, et je crois même que c'est obligatoire dans la loi actuelle, qu'un parlementaire doit rendre visible le fait qu'il a reçu un lobbyiste. Ça ne peut plus être caché. Je pense qu'il est illégal. Voilà, sur la transparence politique, ça fait partie de la loi qui a été votée, qui a peut-être été amendée pour le supprimer. Enfin bon, on sait très bien que des fois ça passe un petit peu, ça passe pas totalement. Mais en tout cas, il y a ce besoin-là. On voit bien qu'avec l'épisode de Nicolas Hulot, on s'est rendu compte que la loi même qui était décidée ou qui devait être décidée par le gouvernement a été d'une certaine façon préemptée par des lobbies dont on ne voit pas l'influence, dont on ne voit que la masse émergente. Voilà. Donc la société civile doit avoir un contre-pouvoir qui est fort, et pour qu'il soit fort et qu'il soit légitime, il faut qu'il y ait un minimum d'institutionnalisation. Alors, au vu de tous ces avantages, du coup, à moins qu'on en ait encore oublié, comment ça se fait qu'on n'ait pas mis en place plus tôt ou plus utilisé, puisqu'il existe le RIP, alors avec des contraintes de quorum, Marc nous le rappelait tout à l'heure. Du coup, est-ce qu'il y a aussi peut-être des risques ou des résistances à cette refonte de démocratie qui fait qu'on en parle maintenant, mais on aurait dû en parler depuis longtemps? Alors, juste Marc, avant, et je ferai le lien avec la Merci. question que tu viens de poser, par rapport à ce que dit David, je crois que l'enjeu d'essayer de trouver de nouvelles capacités de faire vivre une démocratie, c'est aussi de faire que ça ne soit pas sous la pression, ô combien je souhaite le maintien, bien sûr, du droit de grève, le maintien de manifester, mais ces derniers temps, depuis un certain nombre de décennies, on voit que le recul sur un certain nombre de dispositions législatives se fait sous la pression de très fortes manifestations, de grèves, etc. Les portiques poids lourds, par exemple. En difficulté, hein, on le voit aujourd'hui avec les commerçants et les CPE. gilets jaunes, Le CPE. c'est que derrière, c'est une société qui est bloquée et qui retarde, qui met en difficulté en fait le fonctionnement global au service de tous. Et si on est en capacité de trouver d'autres solutions qui permettent cette expression-là et que ces expressions soient entendues, je pense qu'on y gagnera tous. Par rapport à ce que tu dis sur les risques, je pense que si c'est compliqué d'avancer, c'est parce qu'il y a justement plein de garde-fous à mettre en place. Et tout à l'heure, David parlait de toute l'évolution de notre révolution numérique en tant que telle. Et je crois que c'est un vrai danger, c'est-à-dire que le désir de beaucoup, c'est de dire, mais à travers justement la révolution numérique, à travers l'expression des réseaux sociaux, on peut peut-être là bâtir un socle d'expression populaire. Moi, je pense que, et on le voit aussi par rapport à la Suisse et aux votations qui se sont faites pendant un certain temps, et on est en train de revenir en arrière, les votations qui se faisaient par voie électronique. Et on s'est aperçu que la garantie, justement par rapport à un certain nombre de risques de fraude, etc., n'était pas suffisant et que, eh bien, il fallait être très très prudent là-dessus. Mais bien évidemment, si on est dans des consultations directes qui amènent une garantie totale du vote en tant que tel, au moins dans une démocratie comme la France, eh bien, c'est des lourds processus qui coûtent cher et qui demandent de fortes mobilisations. Ok. Si je peux intervenir, j'ai Pourquoi envie... tu ne pourrais pas, Je ne Bernard sais pas, parce que je suis poli, je demande la permission. Vas-y, fonce. Il y a deux choses sur lesquelles je voudrais revenir. Effectivement, les moyens de communication que nous avons aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout ça, sont capables du meilleur comme du pire. Vous avez un site qui constitue des cagnottes, qui est capable du jour au lendemain de lancer une cagnotte pour apporter des sous pour accompagner un ancien champion de France de boxe qui s'est lâché parce qu'il avait été gazé, mais puis il a tapé des représentants de l'État dans l'exercice de leur mission. Mais le même système permet de constituer une cagnotte pour aider une famille qui a besoin de greffer un cœur à une petite fille. Tout le monde voit de quoi je parle et comprend très bien de quoi je parle. Donc, le meilleur comme le pire.
C'est pour ça que je trouve que l'idée de passer par un premier stade, qui serait celui d'une pétition, et sur la base de cette pétition, on pourrait constituer tout un argumentaire autour d'un référendum. Faire ça par gradation. Ou un projet de loi, c'est pas forcément toujours un référendum. Oui, mais valider ce genre de choses, ça peut permettre d'accompagner le doute que soulevait Marc quant au vote électronique. C'est pas cette consultation par les moyens techniques aujourd'hui qui fera loi. Ok, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme contrainte, David ? Ou sinon, je pensais aux dérives populistes, mais je peux la garder au frais, ma question. Au chaud, comme on veut. J'avais envie, alors moi ça va, je peux vous partager un petit peu ce qui à un moment donné, dans une expérience, m'a créé un questionnement en moi. Je m'étais intéressé, j'imaginais par exemple pour les élections municipales, il y ait des gens qui disent, une liste soit formée pour dire, c'est une liste de personnes qui ne représentent pas un courant politique, mais qui sont simplement des citoyens qui sont d'accord pour se mettre au service de la communauté, pour être élu conseiller municipal et en conscience, en bonne conscience, examiner les propositions qui seront faites par le conseil municipal pour voter oui ou non, voilà, c'est-à-dire se mettre à la disposition un peu comme des jurés, voilà, un petit peu au hasard. Et donc moi j'imaginais qu'on puisse former une liste qui soit tirée au sort. Voilà, et que des gens se disent, je suis d'accord pour être conseiller municipal, voilà, mais je serai en tant que moi-même et en tant que personne d'autre, je peux rejoindre n'importe quel groupe, parce que ce que je veux, c'est simplement être un citoyen au service de la communauté et d'examiner avec conscience ce qui m'a sera proposé, les budgets, tout ça. Voilà, j'avais passé. Et puis à ce moment-là, il est né en même temps un mouvement qui s'appelle donc Ma Voix. Et qui avait cette idée, cette ambition pour le Parlement, en disant il faut qu'au Parlement, il y ait des personnes aussi qui puissent agir en conscience et tout ça. Et finalement, ça s'est mis comme ça. C'est-à-dire, on s'est dit, comme il est très difficile de faire remonter en fait les interpellations du peuple au Parlement, parce qu'on a l'impression que c'est très verrouillé, remis par la violence. Il fonctionne un peu en vase clos parfois, où ils sont un peu trop godillots par rapport au gouvernement. Godillot. Oui, trop suiveurs, quoi. Je traduis. Super. Ils se sont dit, on va hacker le Parlement. En comment? Alors, les godillots qui hackent le Parlement. Alors, non, j'adore. Alors comment on va faire? Il y a des gilets jaunes qui prennent un Fenwick et qui défoncent les portes. Non, mais alors c'est ça, mais de le faire d'une façon claire et institutionnelle. C'est-à-dire que ces gens-là se proposeraient d'être députés, élus Ma Voix, ils seraient députés. Et à ce moment-là, en fait, et c'est là que moi j'ai commencé à diverger, parce que pour moi c'est très bien que ça serait bien qu'un député comme ça, après en conscience, se forme et essaye de faire le meilleur. Mais l'idée de Ma Voix, c'était de dire en fait ce parlementaire ne prendra pas de décision personnellement. C'est-à-dire qu'en fait il sera en lien permanent avec une plateforme de réflexion qui va lui dire quelles sont les interpellations à faire au gouvernement, les propositions de loi. L'idée, c'est qu'il y ait un moyen un petit peu extérieur de faire remonter des choses au Parlement. Un lobby. Avec quelques personnes qui sont très minoritaires, donc incapables d'imposer des lois, mais en tout cas qui sont capables de secouer le Parlement. Le téléphone rouge. Voilà, c'est ça, cette idée de téléphone rouge. Sauf que moi, là où je décrochais, c'est que je trouvais que c'était très dangereux tant qu'on n'était pas au clair sur le fonctionnement de cette plateforme. Parce que moi, je me dis, c'est très facile de reproduire. On sait très bien que mobiliser 10 000 personnes pour une loi ou une demande qui est très sectorielle, c'est très facile. À partir du moment où tu parles des intérêts personnels d'une personne, elle se mobilise beaucoup. Mais là, quand on est parlementaire, on doit s'intéresser à l'intérêt de la nation en entier et pas simplement à un besoin sectoriel. David, ce que tu dis, alors je trouve que c'est passionnant. Tu es passé par l'exemple d'une possibilité municipale en disant, ben voilà, je suis citoyen, je suis prêt à me lancer en tant que moi, et puis je verrai. La politique, c'est effectivement de se dire, je me sens concerné par la vie de tout un chacun, la vie sociale, mais ça n'est pas moi qui vais décider. Je vais être un des maillons de la décision. C'est-à-dire que ce qu'est la politique, c'est de le faire ensemble. Et la question que tu poses est bien là, c'est qu'on soit élu ou pas élu, c'est comment ce que je pense va se confronter à ce que pensent d'autres pour pouvoir asseoir une décision qui soit la plus responsable possible et le reflet le meilleur possible de ce qui est nécessaire pour notre société. C'est ça la construction d'une société et d'une démocratie. Et c'est vrai que ça demande de l'engagement, ça demande de l'écoute de l'autre, ça demande
Moi, je crois beaucoup à cela. Il y a un mouvement qui existe, qui est le mouvement pour l'unité politique. C'est une certaine démarche de fraternité dans la politique. C'est-à-dire, la voix de discordance qu'a l'autre, je ne peux pas ne pas l'entendre et je vais essayer avec lui de trouver des compromis qui vont permettre d'avancer dans une décision positive. Et ça viendrait du coup potentiellement contrebalancer des dérives populistes? Parce que je pense que ça peut être un des freins réels ou fantasmés de penser les élites sont qualifiées, les élites ont le temps de réfléchir, le peuple il est populaire et populiste. Et donc, peut-être déjà, en France particulièrement. Déjà, il y a peut-être on va dire une petite caste de professionnels de la politique qui squattent le Parlement depuis des années, au Sénat mais sinon il y a quand même beaucoup de gens très jeunes politiquement qui sont au Parlement. Je veux dire, il y a ce renouvellement existe, même s'il est peut-être certainement insuffisant, ceci, cela. Mais ça se passe. Et là, on se voit la complexité. Je veux dire, les gens qui disent maintenant, je voudrais pouvoir décider, tout ça. Mais je veux dire, oui, on sait très bien que pouvoir décider, ça veut dire passer énormément de temps à réfléchir, à lire, à écouter, effectivement, à accepter, d'écouter l'opinion de l'autre sans simplement le considérer comme un ennemi à abattre et tout ça. Dire, tout ça, c'est énormément de temps et de travail sur soi. Qu'il est difficile de faire et qui est plus difficile de faire que simplement de dire ceci, cela, les gens font mal. Qu'est-ce qu'on aurait envie de dire pour clôturer notre émission là, par rapport à cette mise en perspective? On a reposé le contexte, les faits, les opinions qui peuvent être potentiellement divergentes. On n'a pas eu le temps de développer les éventuels contours que pourrait prendre ce référendum d'initiative citoyenne. Hein. Est-ce qu'il est abrogatif? Est-ce qu'il est consultatif? Bref, etc. Ça reste à décider, pourquoi pas dans le cadre du grand débat national. Mais peut-être pour nous quitter aujourd'hui, pour cette année démocratique. Moi, ce qui me venait à l'esprit par rapport même à ce que tu disais, c'est en quoi un référendum ou l'expression populaire peut parfois aussi être l'objet de décisions qui ne sont pas porteuses pour l'avenir. Un référendum sur sortie de l'Europe ou pas sortie de l'Europe, abandon de l'euro ou pas, par exemple, risque peut-être de pouvoir avoir une expression d'un ras-le-bol, mais qui n'est pas la meilleure conseillère pour préparer l'avenir. C'est ce que l'on voit avec le Brexit, bien sûr. Hein. Tout à fait. C'est ce que l'on voit avec le Brexit. Donc voilà. Mais alors, du coup, il faut une instance supérieure. C'est difficile à piloter. C'est bien là où on voit l'exigence de la gouvernance qui peut parfois être nécessaire de dire, mais oui, il y a une vision là qui est indispensable, même si dans un premier temps, il y a une opposition très forte sur le plan de la société. Ok, merci. Dernier tour de table. Hein. Oui. David courtement. Effectivement, on a des exemples précis du fait que un travail d'opinion mal géré fait qu'en fait, il y a des menteurs qui préemptent, qui influencent les opinions et qui ensuite se fichent complètement des conséquences de leurs mensonges. On voit ça dès les cours d'école, maternelle. En Angleterre, le gars qui a poussé le Brexit, il a explosé en vol, il avait aucun truc. Les chiffres d'économie qui ont été faits ont été complètement démentis. Les budgets de campagne de ces mouvements ont été retoqués parce qu'ils ont été dépassés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas respecté la loi. Mais maintenant, on s'en fiche puisque le Brexit, on va pas revenir en arrière. Donc voilà. Donc c'est important. Moi, je me méfie beaucoup. J'ai pas beaucoup envie de voter sur des référendums. Des oui et des non, moi, c'est pas mon mode de fonctionnement. Je suis pas quelqu'un de binaire politiquement. Très bien. Et donc, je n'aime pas ces référendums-là. Alors, peut-être qu'il y en a certains qui le justifieront, mais pas beaucoup. Par contre, des interpellations et des hackings du Parlement pour vraiment secouer un petit peu les puces de ces élus qui se croient des élites, parfois, oui. D'accord. Ok, très bien, merci. Et pour donc terminer, on a entendu sa voix. On a entendu ta voix. Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé ceux qui réécouteront l'émission feront le lien. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce que vient d'évoquer Marc, mais juste du bout des lèvres, en parlant de ce mouvement concernant la vie politique. Il y a instillé de la fraternité, de l'écoute, du respect. Ok, très bien. Et moi, pour terminer, écoutez, je confirme que du coup, ça me donne des petits chatouillis, tout ça. Et j'ai grand hâte de voir quelle forme va prendre ce grand débat national. Donc, on suivra ton avenir politique, oui, Philippe. Tout à fait. J'ai mes premiers fans autour de la table. www.philippe.org Philippe 2019. Voilà. Bon, et un grand merci à toute l'équipe et à bientôt pour une prochaine émission Éclairage. À très bientôt. Au revoir.